Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me. Spéculation by SoFilm, le podcast d'Emmanuel Burdeau. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, un compte Instagram dédié au podcast existe. Il s'appelle Spéculation by SoFilm et il attend vos commentaires, poursuite de réflexion, amusement ou blagues. Les blagues sont les bienvenues. Aujourd'hui, May December de Todd Haynes, et pour l'occasion, nous tentons un audacieux duplex Dijon-Paris avec Hervé Aubron, rédacteur au Quai du Cinéma et membre du comité de sélection de la quinzaine des cinéastes. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, j'espère que tu vas bien. Alors, on t'a invité puisque je crois que tu as eu de longues discussions avec Emmanuel sur May December de Todd Haynes, et il nous semble que tu as des choses à dire. Alors, est-ce que tu veux commencer et nous dire un peu de quoi il s'agit? Alors, dire de quoi il s'agit. Alors, sur le résumé, je ne sais pas. Bon. En tout cas, c'est d'abord un film qui m'a bluffé, en fait, et qui m'a raccroché au wagon de Todd Haynes, dont j'attendais plus vraiment grand-chose depuis un certain temps. Et alors même que sur le papier, c'est quelque chose a priori pénible, puisque grosso modo, c'est un jeu du chat et de la souris entre 2 femmes, dont l'une d'elles est actrice, et qui doit incarner donc l'autre à l'écran. Donc l'actrice c'est Portman et l'autre femme c'est Julianne Moore. Et donc effectivement, a priori, on pourrait dire sur le papier, ça va être un jeu du chat et de la souris sur ah là là, la vie c'est compliqué, tout cela. Donc oui, alors, quand même, pour planter les choses, avec la question de l'abus au centre du film, puisque le personnage de Julianne Moore est elle-même inspirée, donc il y a beaucoup de couches, d'un fait divers qui a pas mal marqué les États-Unis à la fin des années 90, sur une prof qui avait été surprise en plein rapport sexuel, il faut bien le dire, avec un enfant de 12 ans, et qui avait scellé un couple avec lui et qui a continué à avoir des enfants avec lui par-delà la prison, etc. Et donc Julianne Moore est dans cette situation. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé assez bluffant dans le film, c'est que on s'attend, et de fait, c'est quand même ça, on s'attend à 2 grosses actrices qui se jaugent, et c'est le cas. Mais donc on s'attend un petit peu, oui, encore une fois, au jeu du chat et de la souris, et ah là là, on peut pas trancher dans toutes ces histoires, tout est compliqué dans la vie, alors que il y a quelque chose de l'ordre de tout est contrefait, en fait. Voilà. Pour moi, bon, pour le dire vite et pour lancer les choses, et Emmanuel d'ailleurs avait lancé un peu les choses là-dessus, puisqu'il avait remarqué à juste titre qu'il avait l'impression que le film se présentait des signes un peu de De Palma autour de lui, ce qui est a priori De Palma et Todd Haynes, c'est vraiment pas des choses qu'on associe. Mais c'est vrai que bon, il y a l'affiche qui est en split screen, etc. Et on pourra peut-être en parler. Il y a toujours ce jeu des 2 femmes qui se parlent toujours de profil, qui se parlent jamais face à face. Mais par ailleurs, il y a un vrai. Pour moi, c'est un peu Body Double 2024 maintenant. Voilà. C'est un grand film sur la pacotille et la dureté, l'horreur, l'obscénité éventuelle du glamour. Voilà. Je lancerai ça comme ça. Et quels éléments dans le film t'appellent à ce genre de réflexion? Bah, quels éléments
ce que j'aime, en fait, notamment, il y a la scène, quand même, il y a une des premières scènes qui m'a un peu quand même accroché. Bon, on parlera de la musique, hein, Oui. je pense que on discutera de la musique puisque c'est quand même un gros truc. Alors, en plus, j'ai vu le film dans une situation un peu particulière, mais d'ailleurs, c'est une bonne manière peut-être de démarrer les choses. J'avais vu la première demi-heure du film et j'en étais resté là. Et finalement, dans le cadre d'un atelier critique avec des étudiants, je leur ai dit, tiens, écoutez, on va finir ensemble, enfin, on va voir, et donc moi, je vais le finir par la même occasion, le Todd Haynes. Et au sortir du film, donc avec des gens, des millennials, des gens nés au début des années 2000, quoi. Et ils étaient effarés, en fait. En fait, ça m'a bien plu parce qu'en fait, ils étaient effarés. Ils ont beaucoup ri pendant le film et on sentait beaucoup de rire nerveux, notamment à cause de cette musique, cette fameuse musique, donc, disons-le aussi maintenant, musique donc de Michel Legrand pour Le Messager de Lozay, donc au début des années 70. Musique qui, par ailleurs, pour une oreille française, et sonne bizarrement puisque c'est la musique qui a été adaptée pour le générique de l'émission Faites entrer l'accusé, mais donc il y a, je dirais, un surplus là de croustillant, on va dire, pour les Français. Mais enfin, je pense que Todd Haynes ne sait pas du tout que c'est la musique de Faites entrer l'accusé. Mais donc des étudiants français nés en 2000, ils sortent du truc, quand même la musique, ils sont effarés, ils disent mais et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, évidemment, selon la fameuse expression du moment, c'est abusé. Oh, c'est abusé. c'est juste abusé de mettre cette musique en permanence. Alors après, on pourra reparler aussi. C'est un peu bizarre la façon dont il lance la première fois cette musique. Mais en tout cas, pour eux, c'était une espèce de simagrée pur. Et c'est là qu'on voit que quand même se perd beaucoup de choses sur qu'est-ce que c'est qu'une parodie. Et une parodie n'est pas seulement de l'ordre de l'ironie. Il y a quelque chose de l'ordre de la parodie, ne serait-ce dans le film parce que c'est une actrice qui vient visiter une femme, soi-disant pour se nourrir de je ne sais quelle moelle, dans un registre acteur studio pour réaliser, enfin, on entrevoit finalement à la fin, je ne veux pas spoiler outre mesure le film apparemment dans lequel elle joue et qui a l'air d'être un truc assez horrible, assez nul en fait. Tout cela donc avec une femme qui est elle-même inspirée d'un fait divers. Enfin, il y a beaucoup de comme ça de feuilleté quoi. Et ouais. Je ne vois pas là, vous savez, je suis en duplex. Hein. Oui. Je voulais donner la parole à Emmanuel parce que cet effarement là dont parle Hervé, toi tu le ressens aussi d'une certaine manière parce que je crois que tu nous as parlé en salle d'un film mal poli, enfin pas mal poli mais peu aimable. C'est-à-dire que sous une surface peut-être un peu clinquante et qui peut paraître peut-être un peu doucereuse, quoi. Il y a des choses, quoi. Il y a des choses qui sont pas forcément belles à voir. On a fait vendredi soir une séance à l'Eldorado suivie d'une discussion avec le public que j'ai trouvé très très intéressante, enfin très riche. Mais je voulais revenir sur un truc que tu disais, Hervé. Effectivement, l'actrice, elle arrive et elle vient pour porter à l'écran une histoire qui n'est pas n'importe laquelle des histoires, qui est une histoire quand même très très délicate d'une femme d'âge mûr ayant eu une aventure amoureuse qui a ensuite donné lieu à un mariage avec un garçon, un adolescent. Et moi, j'ai eu le sentiment pendant tout le film, parce que je suis toujours un peu schématique, que la question que posait Todd Haynes, en gros, c'était des deux histoires, laquelle est la pire, quoi. C'est-à-dire, est-ce que des deux qui est la plus prédatrice? Est-ce que c'est Julianne Moore par le type de prédation qu'elle a sans doute opéré sur ce jeune garçon,
ou est-ce que c'est Nathalie Portman par le fait qu'elle voit cette histoire et qu'elle se dit, parce qu'on comprend très bien que c'est quand même un peu une actrice pas ratée, mais enfin c'est pas une hyper star, et qu'elle se dit oh là là, peut-être ce rôle va permettre de débloquer des choses. Voilà. Donc on a deux phénomènes, je dirais, d'une certaine façon d'abus. Et ça, c'est la chose qui, moi, m'a énormément plu. Surtout, intéressé, parce que je suis pas sûr que, effectivement, le film est peut-être pas fait vraiment pour qu'on l'aime, mais à un moment où le cinéma est très obsédé par la question du rapport à l'histoire vraie, et à un moment où la société et le cinéma aussi, mais enfin la société d'abord, est très obsédée par la question de l'abus, là, le film croise les deux. Cela étant, la question que je voulais te poser, et aussi quand on en avait parlé ensemble, mais je l'avais réservé pour aujourd'hui, justement, est-ce que ce mot que j'ai repris là à plusieurs reprises, le mot abus, est-ce qu'il te semble, est-ce que vraiment c'est le bon? C'est-à-dire, la particularité du film, avec laquelle, je dirais, moi, par rapport à laquelle j'ai des sentiments un peu mitigés, parce que parfois je trouve ça très fort, d'autres fois j'ai l'impression que le film finasse un petit peu, c'est que, alors même que Nathalie Portman, elle vient pour connaître la vérité sur cette histoire. Elle vient pour, elle n'a que ce mot-là à la bouche, vérité, réalité, authenticité. Je vais vraiment vous faire comprendre ce que vous avez ressenti, je veux vraiment que le public comprenne ce qui s'est passé. On ne saura pas réellement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on n'aura pas de fin mot sur, au fond, est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour? De quoi s'agit-il? Voilà. Alors, comme on n'a pas ce fin mot, est-ce que le mot abus est pas peut-être un peu, justement, est-ce qu'il met pas un label là où le film refuse d'en mettre? Voilà. Et puis, je dirais un petit peu, parce que c'est une chose que je veux pas oublier, parce que ça m'a beaucoup marqué le vendredi soir, quand on en a parlé avec le public, et que ça m'a beaucoup passionné. C'est vrai que ces deux actrices, elles sont exaspérantes, elles font l'un avec l'autre un festival de fausse amabilité, de choses doucereuses qui sont en fait autant de poignards dans le dos. Mais il y a le personnage qui est entre les deux, parce que souvent vraiment il est entre les deux, qui est le personnage de Joe, cet ancien collégien devenu le mari de Gracie, et qui lui, j'ai eu le sentiment qu'il était un peu en dehors du jeu, quoi. À la fois sur la touche, mais aussi en dehors du jeu dans le bon sens. C'est-à-dire que c'était un personnage, un beau personnage. Un personnage émouvant, qui peut-être n'est pas dans la pacotille que tu dis, enfin, qui peut-être est dans un autre régime que le régime, disons, du miroir, Absolument, ouais. Voilà, pardon, je te dis beaucoup de choses à la fois. Mais en tout cas, alors déjà pour parler du personnage masculin, donc c'est un petit garçon, c'est ça qui est, enfin il y a tout ce truc qui est quand même très beau à la fin, enfin sans spoiler outre mesure. Non mais le film est sorti, tu peux y aller, Hervé, il y a pas de souci. On se rend compte que il est resté un petit garçon et que quand même le plan sur lui quand il y a la remise des prix pour ces deux enfants adolescents, voilà, qui sont des adolescents qui ont un parcours, on va dire, plus classique. Ces larmes sont quand même assez belles. Et effectivement, il est pris. Alors, parce que c'est ça qui est sûrement un peu compliqué, je pense, dans la réception du film. C'est un petit garçon qui effectivement est pris entre deux manipulatrices qui se racontent des histoires assez mièvres ou très convenues, alors qu'elles sont pulsionnelles et prédatrices, grosso modo. Moi, je le verrais comme ça. Alors, pour déjà évacuer le côté, le problème du genre, hein, voilà, parce que je pense qu'on peut assez vite entendre cette musique. Ah bah oui, bien sûr, on va faire un film sur l'abus d'un jeune garçon par une femme pour dire que c'est pas seulement les hommes, blablabla, blablabla. Bon, au passage d'ailleurs, enfin ça c'est juste pour évacuer, pas l'évacuer, mais évoquer cette question. Moi, c'est un film que je mets en connexion avec Tar, le film avec Cate Blanchett de Todd Fields au début de l'année précédente, 2023, qui est un film qui d'ailleurs n'a pas été bien reçu et qui a été perçu comme anti-woke, où une femme de pouvoir dans la culture, précisément, se retrouvait prise dans des histoires d'abus, précisément. Alors moi j'aime bien en tout cas que le problème, et je crois que de toute façon on y touche de plus en plus, que la culture soit un abus, enfin qu'il y a un truc là-dedans, que le cinéma, la culture, etc., il y a de l'abus dans l'affaire, et
bon, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une chose. Par ailleurs, c'est pas inintéressant que ce soit que finalement les bons films sur l'abus consubstantiel et après on pourra reparler de la catégorie de l'abus et si elle est effectivement juste pour le film. Mais c'est que qu'on utilise des corps de femmes pour le faire sentir finalement, et que les meilleurs films finalement sur l'abus, parce que bon voilà, je vais pas vous faire l'article, mais enfin c'est évidemment pas avec l'adaptation du consentement au cinéma que l'abus selon moi se fait le mieux sentir. Mais on pourrait dire là, et puisque ton programme, ton podcast s'appelle Speculations, je veux dire, c'est le vieux truc sur Tarantino, mais pourquoi il fait faire des actes violents, atroces, obscènes aux minorités, c'est-à-dire les femmes, les juifs, les noirs, etc. Mais donc il y a argument assez basique, mais je crois assez bon, c'est-à-dire que c'est peut-être une manière plus supportable de voir des corps de victimes supposées qui en fait reproduisent les violences passées, et que donc peut-être que c'est avec des femmes dominantes dans le champ culturel qu'on va sentir peut-être plus exactement et sans je ne sais pas. Je ne sais pas comment le dire, bref, qu'on va ressentir plus exactement l'abus culturel, par exemple. Voilà. Mais donc, ça, alors, je profite que tu sois le. Parce que je sais pas si j'ai. Si, je trouve ça très très éclairant. Cela étant, est-ce que tu peux nous dire un peu mieux, tu peux aussi m'envoyer Petre, mais est-ce que tu peux nous dire un peu mieux ce que tu entends par abus culturel? Parce que dans Tar, c'est très clair. C'est l'histoire d'une chef d'orchestre interprétée par Cate Blanchett qui est une des reines de la profession, qui adorait de la presse, qui joue avec les meilleurs orchestres dans les meilleurs endroits du monde, et dont on comprend que elle a au fur et à mesure de sa carrière favorisé certaines élèves plutôt que d'autres, et un petit peu mélangé vie privée et vie professionnelle. Voilà, pour reprendre un scénario tout à fait classique. Mais dans Tar, c'est très clair, et c'est directement le sujet du film. Disons, les situations d'abus au sein de la culture. Et dans ce film-ci, dans May December, tu le retrouves. Est-ce que tu peux nous dire un peu mieux? Mais parce que un peu mieux. Thématiquement, c'est quand même une actrice qui vient faire un film. Et en plus, alors il y a un truc quand même sous-jacent dans le film, mais qui est quand même par-ci par-là assez bien pointé, c'est que évidemment, si l'actrice vient, c'est que il y a donc une fiction qui est faite sur leur histoire. Donc déjà, il y a l'histoire quand même de qu'est-ce qu'ils vendent. Et en plus, il y a, tu l'entends bien à un moment donné, quand je sais plus, quelqu'un fait un compliment sur la maison, ils disent ah bah oui, c'est le reportage de je sais pas quel magazine un peu Paris Match américain sur notre vie, en gros, qui nous a permis d'acheter la maison. Et en gros, quand même, tu sens bien. Alors lui, on ne sait pas. D'ailleurs, ça c'est aussi intéressant dans le film. On ne sait pas ce qu'il fait exactement comme travail. Il est à l'hôpital visiblement, mais on ne sait pas s'il est médecin ou aide-soignant. C'est très très vague. Et par ailleurs, il y a toute cette histoire des gâteaux qui est d'ailleurs intéressant parce que c'est précisément dans le registre quand même là du conte et de la pâtissière abusive, on va dire, et où t'as une phrase un peu sévère à un moment donné qui dit que on lui commande des gâteaux juste pour lui faire plaisir. C'est toujours les mêmes qui commandent pour lui permettre de survivre. En gros. Ouais. Mais donc, évidemment, ça n'est jamais dit, mais évidemment, il doit y avoir un enjeu d'argent pour eux. Dans le fait qu'il y ait une fiction qui se fasse. La question est posée d'ailleurs à un moment dans le film. Ouais. Il y a un moment, comme le film le multiplie, où il y a quelqu'un qui dit
qui répète 2 fois la question. Est-elle payée? Est-elle payée? On voit bien que pour la première question, ça concerne l'actrice. Bon, évidemment qu'elle est payée. Et la deuxième question, c'est le fils qui est joué par, que je trouve extraordinaire, là, le fils un peu, le fils chanteur, le fils un peu fouteur de merde, mais qui est un très très beau personnage joué par un jeune acteur que je crois s'appelle Corey Michael Smith, que j'ai trouvé très très bon, et qui dit est-elle payée concernant Nathalie Portman, et ensuite il ajoute est-elle payée concernant sa mère. Donc effectivement, oui, là. Donc ce que tu dis, c'est comme si c'est comme si Nathalie Portman, j'ai oublié son, Elisabeth, elle vient se greffer sur une histoire vraie qui, selon toi, d'une certaine manière, est déjà une fiction, quoi. Oui. Elle prétendrait manger de la chair fraîche là où c'est déjà du réchauffé. Il y a 2 grosses questions dans le film, finalement. Il y a l'abus, ok, c'est une chose, et il y a aussi, tout simplement, une question vieille comme le monde, c'est le malentendu, l'amour comme malentendu. Donc bon, l'abus et le malentendu, oui, enfin d'ailleurs politiquement il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais évidemment il y a de ça aussi, c'est-à-dire les histoires qu'on raconte, le fait que elle a toujours raconté, que cette femme incarnée par Julianne Moore a toujours finalement raconté une histoire, parce que c'est ça qui est évidemment quand même intéressant dans le film, c'est qu'au début, quand Nathalie Portman arrive chez eux, bon, il y a beaucoup de choses, mais il y a notamment l'idée, le premier repas entre deux, après le barbecue. Déjà, en fait, le mari, c'est la première fois qu'il a pas, on sait même pas si c'est un enfant ou pas, peu importe. Mais par ailleurs, il y a cette idée que tout est simple. Voilà, c'est ça. C'est que Julianne Moore dit au début, ce pourquoi d'ailleurs à la fin on la voit comme il y a aussi ces scènes un peu dingues où on la voit en train de chasser le gibier, mais que tout est simple, que c'est une histoire d'amour et que donc dès lors l'histoire est très simple. Nous sommes aimés, point. Et il n'y a rien de plus à en dire, et on voit bien dans le film quand même régulièrement que si, il y a peut-être plus à en dire. Et voilà, et donc je pourrais dire que effectivement l'abus n'est pas on va réussir à ne jamais parler de la musique, mais c'est pas grave, mais que l'abus et le malentendu sont dans le film le gros problème, quoi. Le gros problème. Alors, moi, il me semble que le film, quand même, se passe 20 ans après l'abus en tant que tel, et que une des thématiques qui se développe dans le film n'est pas de cet ordre-là, mais ou alors elle parle d'autres abus. C'est d'abord 20 ans avant, comment la presse à scandale, mais peut-être l'intégralité des médias s'en est emparée et a contribué à bousiller ce couple et toute cette famille, puisque c'est la honte sociale aussi qui marque, qui tatoue les gens à vie. Toute la première famille du premier mariage de cette femme a été impactée aussi par ça, et ça on le voit à de maintes reprises, c'est rappelé de manière très insistante dans le film. Et puis cette deuxième couche, c'est le cinéma. Le cinéma débarque là-dedans c'est ce qu'on se disait l'autre soir, pour en rajouter une couche. Donc donc on pourrait presque dire télé-presse commence à faire le boulot, crée la tragédie, et le cinéma vient le terminer, parce que le dernier plan du film, c'est le premier jour de tournage, et on filme tout de suite l'abus sexuel en tant que tel, d'une manière érotico-salace, nul, mais glauque aussi. Et le cinéma viendrait terminer un peu sur le mot de Marx, quoi. L'histoire se répète, la première fois en tant que tragédie, la seconde fois en tant que farce. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, il me semble qu'un des fils, c'est quand même aussi
au sens de Debord, la vie spectaculaire. C'est-à-dire comment le discours sur un fait de vie, sur un fait divers, dans ses différentes modalités, va produire de la réalité, va encore plus la compliquer et même la rendre à l'état de farce glauque. Ouais, parce que le film est bizarrement, le film est grotesque. Je dis bizarrement parce que tout est fait quand même. La caméra est très souvent à distance. C'est pas du tout joué, c'est pas du tout fait sur des détails grossiers. Au contraire, tout ça est très glacé, et une très très grande élégance. Et en même temps, le jeu en particulier de Nathalie Portman est grotesque. Alors, par exemple, c'est une manière, de parler de la musique, parce que quand même la musique n'est pas indifférente dans l'expérience du spectateur, parce que c'est vrai que ça peut être une épreuve pour ceux qui, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée aussi que, en fait, il y a comme une déjonction entre ce qui est montré et ce que tu entends, quoi. C'est-à-dire que la musique, effectivement, tout commence avec ce frigo qu'elle ouvre et où elle dit il n'y aura pas de saucisses, il n'y a pas assez de saucisses, et où la musique dingue de le grand pour le messager de Lozay débarque et qui va être quand même utilisé en permanence. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même effectivement un truc de Palma, c'est que sur cette obscénité fondamentale en fait c'est effectivement à l'écran, on pourrait voir ça comme le pire de la finasserie intello-américaine de femmes qui se jaugent et qui jouent au chat et à la souris, et derrière une musique mais vraiment qui devient vraiment un truc qui effectivement peut devenir, qui est une musique de faits divers en France, mais oui, effectivement, qui est une musique à la fois angoissante, vaguement érotisante, qui en fait des caisses. Et je sais pas, cette disproportion est quand même intéressante dans le film, quoi. Voilà. En dehors de l'image, parce que par ailleurs, il n'y a pas que ça avec De Palma. C'est vrai qu'il y a un nimbe dans l'image qui fait que d'emblée, il y a quelque chose de rêvé, fantasmé, un peu softcore, quoi, je dirais. Voilà, softcore. Mais le film a un côté. Alors moi, je pensais d'ailleurs que je m'attendais un peu à ce que tu parles de ça. Le film, il a un côté soap opéra. Il a même, on en parlait vendredi. Il a même un côté film porno. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très. L'image est très belle. Des très beaux plans fixes avec souvent des raccords à 90 degrés, encore une fois très très grande élégance. Et puis c'est Savannah, c'est la Géorgie, c'est le soleil, c'est les tons pastel, tout ça. Et en même temps, on est dans du crado vraiment jusqu'au cou, si je puis dire. En commençant par le fait que lorsque Elisabeth arrive pour le barbecue, elle est porteuse d'un paquet qu'elle a trouvé à l'entrée, qui se trouve être un paquet qui contient de la merde, parce que régulièrement, quand même, Julianne Moore, Gracie continue à recevoir ce genre de paquets pour lui faire comprendre qui elle est au regard de la communauté. Et très souvent dans le film, il y a un truc qui revient beaucoup dans le film, qui est un réflexe un peu hygiéniste. Les ordures qu'on sort, la poubelle, la piscine qu'on récure, ce gag que j'aime beaucoup du père qui fait coucou à son hygiéniste dentaire au café, l'autre qui travaille à la clinique, l'animalerie. En fait, on est dans un imaginaire qui est très clinique, qui se voudrait très propre, très clean, et en même temps avec des personnages et ça c'est la musique le produit beaucoup, dont on a le sentiment que sans qu'il ou elle le dise toujours, ces personnages, surtout les personnages féminins, sont en prise avec des affects extrêmement puissants, extrêmement bestiaux. Bon, évidemment, il y a aussi tout ce qui a trait avec tout ce qui concerne les papillons. Et c'est plutôt, je dirais, c'est la rencontre aussi entre les deux qui produit cette impression d'obscénité, oui. C'est-à-dire un truc qui se voudrait très glacé et qui en même temps suinte. Alors, suinte de mauvaise conscience, d'hypocrisie, mais aussi suinte de trucs vraiment très sexuels. Il y a la scène il y a la scène qui est très belle d'entretien au lycée, où Nathalie Portman répond à la question de scène de sexe, et où elle dit, elle dit deux choses contradictoires, mais qui sont, je trouve, qui correspondent très bien à son personnage, où elle dit, dans une scène de sexe, il y a toujours un moment où on sait plus si on fait semblant de ressentir des choses ou si on fait semblant de pas les ressentir.
Et ça, et ça c'est très beau. Elle dit, quand je joue une scène de sexe, qu'est-ce que je joue ? Est-ce que je joue le plaisir ou est-ce que je joue à la personne qui n'a pas de plaisir parce qu'elle n'est qu'au cinéma ? Bon, et on voit bien que c'est ce qui la résume, elle. C'est-à-dire que, effectivement, le tournage final, il est nul. Et pourquoi il est nul ? Parce que du début jusqu'à la fin, elle n'est intéressée que par... Et d'ailleurs, Gracie aussi, mais enfin, surtout elle n'est intéressée que par ses affects. Elle n'est pas du tout... elle a aucun projet, je dirais, artistique. Elle est intéressée que par... on pourrait dire, ce serait trop facile, mais une espèce de rapport un peu... il y a une forme d'hystérie, quoi. Pour lâcher un mot un peu trop rapide. Comme tu y vas. Ouais, enfin, en même temps, non, enfin... Alors là, je dirais pas que c'est un truc... en tous les cas, c'est pas un film sur l'hystérie. Au contraire, les deux femmes sont des animaux à sang-froid. Ça, c'est ça aussi qui est intéressant quand même dans le film. C'est plus des obsessionnels, peut-être. Comment ? C'est plus des obsessionnels, moi je dirais, plutôt que des hystériques. Ouais. Hein. Et puis surtout, il y a notamment cette phrase à la fin qui là, pour le coup, a beaucoup de conséquences, à la fois sur le cinéma, mais aussi la politique. Enfin voilà, quand après le prix, la dernière confrontation entre les deux femmes, Julianne Moore dit à Portman, je suis naïve et c'est pour ça que je suis secure, enfin que je suis forte, quoi. Et donc ça, là, je trouve que ça, c'est assez fort quand même. C'est le truc de, j'ai toujours raconté la même version sur l'histoire. J'ai fait du mélo, j'ai fait de la romance, parce qu'évidemment derrière il y a aussi il y a de l'obscénité qui est aussi qui est pas seulement celle du softcore, c'est aussi c'est les feux de l'amour, quoi. C'est sitcom, quoi. C'est l'amour est plus fort que tout, etc. Mais en même temps, soap opéra plutôt que sitcom, c'est très présent, c'est vrai. Oui, et elle dit à la fin, moi je suis naïve et c'est pour ça que en gros je vais t'avoir, quoi. Que je serai beaucoup plus forte. La naïve métallisée, je dirais en quelque sorte. Enfin, la naïveté comme force, enfin comme force ou comme coercition en fait. Et c'est quand même très glaçant quand elle lui dit ça. Bon, ce qui dit aussi pas mal de choses sur l'Amérique, blablabla, blablabla. Mais par ailleurs, il y a un truc sur lequel quand même j'aurais voulu insister aussi en dehors de la musique, c'est l'animalerie. Moi, c'est quand même une scène qui m'a retenu totalement dans le film, parce que d'abord, c'est en fait l'essentiel contribution des scénaristes, puisque par rapport au fait divers originel, parce que clairement le film est inspiré de cette histoire de Mariquet, Le Tourneau, à la fin des années 90, mais qui était donc une prof, c'était dans le cadre d'une école. Ce que j'ai trouvé très curieux, évidemment, notamment, c'était qu'ils choisissent ce truc de l'animalerie comme endroit où se passe cette fameuse transgression. Et il y a une scène, je pense que c'est la scène dont tu veux parler, où Elisabeth se rend à l'animalerie et se rend à la réserve où s'est passé sans doute la première, où ils ont changé le premier baiser ou quelque chose comme ça, et où le responsable de l'animalerie la laisse seule. Voilà. Et là et là, ce qui est, je trouve cette scène assez dingue en fait, parce que déjà, pourquoi avoir choisi une animalerie ? Il y aurait beaucoup à dire. Bon, après, en dehors du truc sur les papillons, parce qu'effectivement, il y a tout ce truc qui court sur le fait que lui-même élève des larves, des chrysalides, de papillons. Et donc évidemment, la très lourde métaphore sur la maturité, blablabla. Mais en revanche, quand puisque donc effectivement dans le film, le rapport sexuel entre deux a été surpris dans une réserve à l'arrière d'une animalerie. Mais pourquoi choisir une animalerie ? Ça m'intéresse.
Et en tout cas, cette scène est très belle parce que, effectivement, pourquoi choisir une animalerie? Parce que tout est déjà spectacle. Et que elle s'avance. Alors déjà, en plus, plus on avance dans l'animalerie, plus ça ressemble évidemment à un peep show, un cinéma porno. Ce qui m'intéresse là-dedans, et évidemment avec derrière les animaux, les chenilles, les reptiles, ce qu'on veut, c'est la supposée pulsion fondamentale du monde, mais tout cela ne sont les petits vivariums, ne sont que des petits écrans, quoi. Et donc, et à la fin, elle traverse tout ça. On imagine en plus que ça sent pas très bon, puisque la réserve d'une animalerie, ça sent pas bon, ça c'est sûr. Et elle arrive au bout et elle simule donc l'étreinte toute seule, quoi. Donc dans une espèce de truc à la fois d'onanisme et de spectacle. Et ça, je trouve ça quand même assez fort. Avec la musique en outre. Ce genre d'endroit pour le faire. Ah ouais. Elle se coince sur les quelques marches. Et il y a un plan d'ailleurs. À ce moment-là, moi j'ai pensé à De Palma parce qu'il y a le genre de recadrage, un peu comme dans les films de De Palma où on a l'impression qu'il décadre souvent comme pour nous montrer que ce qu'on vient de voir appartient à une sorte de tableau ou de truc qu'on avait, prend place dans une espèce de tableau qu'on n'avait pas vu. Oui, la scène, elle est très impressionnante. Ouais. Elle finit en plus, parce que j'ai revu le film vendredi, elle finit en plus, elle, avec un sourire un peu indécidable, où on ne sait pas si elle se moque de sa propre prestation et du fait qu'elle en fait quand même, où elle se félicite elle-même, en effet, de ce qu'elle a fait, ou si au contraire, elle se dit que quand même là, elle pousse le bouchon un peu loin. Oui, c'est une scène qui est très forte, ouais, c'est vrai. Qui est peut-être même. Mais bon, oui, alors juste une dernière chose, et puis après. Je crois qu'on va clore d'ici quelques minutes. La dernière chose, c'est ce que finalement, ce que on s'était dit pendant la conversation, et ce en quoi je trouve que ça rejoint De Palma, que le truc du film, quand même, je crois, c'est que tout est érotisé sauf le sexe. Voilà. Et que ça, c'est quand même intéressant, voilà, par rapport, que c'est une question éminemment contemporaine. Voilà. Ben ça fait une belle fin, oui. C'est parfait. Moi, je vous aurais quand même posé une dernière question, si on peut se prendre encore 2-3 minutes. Bien sûr. Bon, là, c'est super. On était au cœur de la scène, presque dans la backroom, quoi, du film. Ouais. Mais est-ce que c'est pas étonnant de la part de Todd Haynes? Est-ce que, comme tu le disais en introduction, c'est un film qui a l'air de vraiment différer de ces films précédents? Et est-ce que par hasard on n'aurait pas manqué des choses en fait dans les films d'avant? En tout cas, moi, ce que je peux dire, après je laisse. Ouais. Oui. Ce que je peux dire, c'est que j'ai revu par réflexe un peu, pensant que c'était intéressant en rapport à May December, j'ai revu Loin du paradis, Far From Heaven, qui date d'il y a 20 ans, et qui est donc sa variation autour de Douglas Sirk, autour de Tout ce que le ciel permet, et d'autres films de Douglas Sirk. Et c'est un film que je m'étais un peu forcé à aimer à l'époque parce qu'il était très aimé, et que là j'ai revu et que j'ai décidément que je n'aime pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux films très très différents en fait. Carole, c'est vraiment... Loin du paradis, c'est très chaud. C'est fait vraiment sur l'imagerie, vraiment beaucoup d'imitations d'imagerie de Douglas Sirk avec et en même temps, dans le sujet, ça n'a rien à voir puisque le mari joué par Dennis Quaid est gay et que la femme jouée déjà par Julianne Moore a un début d'histoire d'amour avec son jardinier noir joué par Denis Exbert. Donc il s'agissait là de traiter les sujets que Douglas Sirk, dans le cinéma des années 50, ne pouvait pas traiter explicitement, qu'il pouvait juste traiter allusivement. Et là, j'ai vraiment eu l'impression, alors pour reprendre un mot que tu employais tout à l'heure, Hervé, d'une parodie, mais presque d'une parodie au sens d'une mauvaise parodie télévisuelle, comme on pourrait en faire, peut-être je suis un peu dur avec le film avec le recul, de mauvais comiques ou une mauvaise variation queer, vraiment très très grossière et très très regardez comment je vous montre. Comment moi aujourd'hui je peux parler aujourd'hui de maintenant de ce dont je ne pouvais pas parler il y a 40 ans. Et si on met les deux films côte à côte, il y en a un, celui d'aujourd'hui, qui
qui suinte de malaise et qui est un film quand même dont qu'il est très difficile d'attraper au bout du compte, même si je pense qu'on y est un peu parvenu, alors que l'autre film, au contraire, est plutôt plombé par comment dire, le côté, à mon sens, trop explicite de ses intentions. Alors, entre les deux, il y a eu des films. Mais il y a eu des films, moi, je me souviens très bien d'avoir vu le Bob Dylan, que j'aimais sur le papier, parce que, mais qu'il a encore été trop évident dans son, je sais pas s'il faut appeler ça son postmodernisme. D'ailleurs, c'est intéressant. On parle plus tout de postmoderne aujourd'hui. C'est peut-être pas plus mal. Parce que il partait de l'idée que Bob Dylan a été un peu comme, il avait fait un film sur Bowie que moi j'aimais bien, Velvet Goldmine, mais il disait, Dylan est passé par tellement de phases différentes que je vais le faire incarner par des acteurs différents. Mais là, il y avait aussi une sorte de redondance. Alors qu'ici, il n'y a pas du tout de redondance, parce que on a parlé de Palma, je pense qu'on a raison. Mais le film, la première chose que le film déjoue et déçoit, c'est l'attente d'un film qui serait sur l'original et la copie. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout. Il y a celle qui a vécu l'histoire originale et celle qui vient la porter à l'écran. Comme Hervé l'a très bien dit, elles sont toutes les deux déjà complètement dans une espèce de délire référentiel, auto-référentiel, hyper-référentiel. Elles vivent toutes les deux leur propre compte. Donc on n'a pas du tout l'idée, d'une actrice qui viendrait brancher son disons Hollywood sur la vie des vrais gens. Pas du tout. C'est encore une fois, je pense qu'Hervé, tu l'as très bien dit. Julianne Moore, elle est déjà dans son propre film. Et ça, c'est très différent de ce qu'on pouvait avoir un peu quand même chez De Palma. Voilà. Alors effectivement, c'est un peu étrange ce qui se passe avec Todd Haynes, qui a une carrière un peu en dents de scie, un peu avec des films de commande, des films voilà. Mais ce film-ci, qui est une sorte de film de commande, parce que ça, c'est Hervé aussi qui me le rappelait, c'est Nathalie Portman qui est à l'origine du film. Oui. Et je te laisse la parole, Hervé, parce que c'est pas indifférent que ce soit Nathalie Portman précisément. Qui est quand même intéressant, Nathalie Portman, qui est une drôle de figure, puisque elle a porté, visiblement, c'est elle qui a effectivement produit, au sens large, ce film, puisque elle a voulu que ce soit Todd Haynes qui le fasse, alors même, alors même qu'elle a dit que elle avait visiblement très mal vécu ses débuts sur le plateau de Luc Besson avec Léon, et où elle était effectivement maxi érotisée, et surtout où il y a eu à un moment donné l'arbitrage normalement il y aurait dû avoir une scène un peu érotique entre elle et Jean Reno, et bizarrement d'ailleurs, ça voilà, c'est Jean Reno qui a dit non, je le sens pas. Je le sens pas, et c'est pas Luc Besson quoi, c'est Jean Reno qui a dit non, on va pas le faire. Mais donc c'est évidemment intéressant qu'une femme qui a pu se sentir sexualisée à 12 ans porte un projet tel que celui-là, où en plus elle est elle-même un peu abuseuse quand même. Donc c'est évidemment intéressant. Et juste la dernière chose que je voudrais dire là, parce que oui, sur ce qu'on a raté, ce que disait Mathias sur qu'est-ce qu'on a pu rater de Dance, c'est que là finalement son geste est plus clair, parce que c'est le problème du mélo, tout ce fameux truc de Cirque, je refais du Cirque avec Loin du paradis, etc. Mais que le mélo est évidemment une grande question de Palma par ailleurs. Le mélo est horrible, le mélo est obscène, et là on y est plus clairement, beaucoup plus clairement que dans les autres qui pouvaient sembler Loin du paradis, c'est pas obscène du tout. C'est pas obscène du tout. Il y a pas de. Alors que là, il y a la crasse du mélo, et y compris chez Sœur, qui suffit de revoir Écrit sur du vent. C'est encore une fois, ce que je disais, c'est une des définitions possibles du mélo. Tout est érotisé sauf le sexe. Ça, c'est une des définitions du mélo. Et il y en a une autre aussi qui est pas mal. C'est celle de Slavoj Žižek. Je sais pas ce qu'il est devenu, lui. On n'entend plus parler de Slavoj. Je sais pas où il est. Mais Slavoj Žižek, il avait cette assez bonne définition en disant la différence entre la tragédie et le mélo, puisque effectivement, les deux registres
Je traverse une épreuve impossible et voilà. Mais la différence, et je crois qu'elle est assez bonne, c'est que d'un côté, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne peux pas le savoir parce que c'est les dieux, et de l'autre, j'en sais trop en fait. Je ne sais que trop ce qui m'arrive. Et voilà. Pas mal. Ouais. Non, c'est pas mal du tout. C'est une bonne définition. Je trouve que c'est une assez bonne définition. Voilà. Bon, ben Hervé, tu étais l'homme qui en savait trop aujourd'hui. C'était toi l'homme qui... Écoute, on doit devoir couper parce qu'il y a le journal après, puis on enchaîne sur... C'est Georges Lang ensuite. Très bien. Allez. Bon, merci Hervé. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Bounty law. You don't ever bring him in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.